Guadalcanal, en fin d'après-midi. Le soldat Kenji Watanabe de l'armée impériale japonaise rampait à travers la jungle, la sueur dégoulinant dans son dos, serrant fermement son fusil. Son escouade avait reçu l'ordre de faire taire une position américaine qui tenait la crête au-dessus de la rivière Mataniko. Il s'attendait à un bref échange de tirs, peut-être quelques fusils, peut-être une mitrailleuse légère. Ce qu'ils ont rencontré à la place les a figés d'incrédulité. De la ligne de crête est venu un grondement régulier, tonitruant. Pas des salves, mais des rafales de feu si denses qu'elles semblaient recoudre la jungle elle-même. Les branches craquaient, la terre éclatait, et des hommes tombaient en hurlant avant même d'avoir aperçu l'ennemi. Watanabe s'est aplati contre le sol, les yeux écarquillés. Comment peuvent-ils tirer aussi longtemps sans s'arrêter ? Se demandait-il. C'était sa première rencontre avec l'arme qui allait symboliser la puissance de feu américaine dans le Pacifique, la mitrailleuse lourde. Pour les soldats japonais, le choc résidait non seulement dans la létalité de l'arme, mais aussi dans son acharnement. L'armée et les marines avaient déployé la mitrailleuse lourde de calibre M 1917 refroidie par eau et la mitrailleuse lourde de calibre M 250, toutes deux issues des conceptions géniales de John Browning. Ces armes associées à des cadences de tir élevées à une fiabilité quasi indestructible. Dans les batailles à travers Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Iwo Jima et Okinawa, les attaquants japonais qui s'étaient entraînés à charger bravement à travers le feu des fusils étaient fauchés en vagues par des armes qui ne semblaient jamais se fatiguer. Le Browning M 1917, chambré en point 30-06, pouvait soutenir une cadence de tir de 450 balles par minute pendant des heures, grâce à son canon refroidi par eau. Contrairement aux mitrailleuses légères japonaises, qui surchauffaient rapidement, le M 1917 continuait à tirer tant que les ceintures et de munitions arrivaient. Les marines racontaient des histoires de mitrailleurs qui maintenaient la gâchette jusqu'à ce que leurs mains cloquent. Les chemises de refroidissement fumaient comme des bouilloires, et pourtant, le fusil continuait à cracher la mort. Les soldats japonais, habitués à leurs mitrailleuses légères de type 96 ou de type 99 qui s'enrayaient ou surchauffaient lors de rafales prolongées, étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais imaginé une arme qui pouvait maintenir un tel feu soutenu et écrasant. Puis, il y avait le cauchemar plus grand, le Browning M250 calibre. Surnommé Ma-2, il tirait des balles de demi-pouce à une vitesse de 2900 pieds par seconde, capable de traverser les murs, les camions et même l'armure mince. Monté sur des trépieds, des chars, des avions et des engins de débarquement, le M2 a transformé le champ de bataille. Les soldats japonais, cachés derrière des palmiers, regardaient avec horreur les balles qui transformaient les troncs en éclats. Les grottes qu'ils croyaient sûres se sont effondrées sous le feu, nourries des balles de calibre 50. Un survivant de Saipan se souvenait « Nous pensions être à l'abri derrière de la pierre, mais les balles américaines brisaient la pierre. » L'impact psychologique était dévastateur. La doctrine japonaise mettait l'accent sur le courage, les charges à la baïonnette et le combat rapproché, mais les mitrailleuses privaient ces tactiques de leur puissance. À Guadalcanal, nuit après nuit, les commandants japonais lançaient des charges banzai, des colonnes d'hommes criants, se précipitant vers les lignes américaines. Au début, les Marines étaient secoués, mais lorsque les mitrailleuses Browning ont ouvert le feu, les charges se sont dissoutes dans un massacre. Des bataillons entiers disparaissaient en quelques minutes. Un officier des Marines le décrivait sans détour. C'était comme tondre la pelouse. Les survivants japonais ne pouvaient pas comprendre comment les Américains déversaient le feu sans arrêt, ceinture après ceinture, jusqu'à ce qu'aucun homme ne reste debout. Un fait moins connu
la logistique américaine rendait cela possible. Les mitrailleuses sont des armes gourmandes, dévorant des milliers de munitions en quelques heures, mais les lignes d'approvisionnement des États-Unis ont assuré. Sur Guadalcanal, malgré des pénuries constantes de nourriture et de médicaments, des caisses de munitions arrivaient encore. Les marines plaisantaient parfois en disant qu'ils avaient plus de balles que de haricots. Les soldats japonais, en revanche, rationnaient souvent leurs munitions. 5 balles par homme, parfois moins. Leurs mitrailleuses crachaient, puis tombaient silencieusement. Les Américains, jamais. À Tarawa, en novembre 1943, les défenseurs japonais ont fortifié l'atoll avec des bunkers et leurs propres mitrailleuses. Mais lorsque les Marines ont déferlé sur les plages, des mitrailleuses lourdes Browning, montées sur des tracteurs amphibies, ont riposté avec un tel volume de feu que les positions japonaises ont disparu dans des panaches de sable et de sang. Les survivants ont exprimé leur incrédulité face au fait qu'un seul véhicule américain pouvait déchaîner plus de feu qu'un peloton entier. Lorsque les Marines ont établi leur tête de pont, des Brownings refroidis à l'eau ont été immédiatement installés, avec des champs de tir qui se chevauchaient. Les contre-attaques japonaises ont péri avant d'atteindre la mer. Le calibre 50 M2 est devenu encore plus terrifiant lorsqu'il était monté sur des avions. Les soldats japonais à Bougainville ont décrit comment ils regardaient les P-40 Warhawks et les F-4U Corsair mitrailler les positions avec 6 ou 8 mitrailleuses lourdes à la fois. Chaque passage libérait des milliers de balles qui déchiraient les bunkers, les tranchées et même les chars. Un lieutenant japonais a écrit « Les Américains tirent du ciel avec des armes plus fortes que nos canons. Nous nous cachons dans des grottes, mais même les grottes ne sont pas sûres. » Sur Iwo Jima, au sommet de la puissance de feu, des mitrailleuses lourdes Browning bordaient chaque crête et plage. Les marines, avançant mètre par mètre, les ont amenés en avant sur des trépieds, nettoyant les grottes avec un feu si soutenu que le sol lui-même semblait trembler. Les équipages de chars ont monté plusieurs M2, balayant les pentes avec des arcs de feu. Les survivants ont écrit sur le désespoir. Partout, il y a le bruit du gros canon. Nous ne pouvons pas bouger, nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas vivre. Un autre fait ignoré, les soldats japonais étaient choqués de voir comment les Américains intégraient des mitrailleuses dans chaque unité. Dans une escouade japonaise, la mitrailleuse légère était l'élément central, soutenu par des fusiliers, mais la doctrine américaine offrait à chaque escouade la puissance de feu du fusil et ajoutait des mitrailleuses lourdes au niveau du peloton et de la compagnie. Cela signifiait des couches superposées de tirs automatiques. Les attaquants japonais, avançant sur une arme, tombaient souvent sur 2 autres. Pour eux, cela semblait sans fin, une toile inévitable de balles. L'arithmétique industrielle a scellé le choc. En 1945, l'Amérique avait produit plus de 2 500 000 mitrailleuses Browning de tout type. Le Japon a produit moins de 100 000 mitrailleuses légères et encore moins de lourdes. Les artilleurs américains se sont entraînés sans relâche, tirant des milliers de balles en pratique avant même d'entrer en combat. Souvent, les artilleurs japonais manquaient même de munitions pour l'entraînement en direct. Quand la bataille arrivait, la différence était catastrophique. Psychologiquement, les mitrailleuses lourdes sont devenues des symboles de l'invincibilité américaine. Les survivants japonais de bataille, comme celle de Peleliu, ont avoué que le courage était inutile. L'un d'eux a écrit après sa capture « Les prisonniers interrogés après Okinawa répétaient souvent la même phrase. » Pour les troupes américaines, la mitrailleuse Browning était une bouée de sauvetage. Les marines, coincés par des tireurs d'élite, ont demandé de l'artillerie lourde pour balayer les cimes des arbres. Les soldats, progressant contre les bunkers,
ont vu les balles traçantes déchirer les embrasures. Beaucoup attribuaient leur survie au grondement inébranlable de Madus. Ce n'était pas seulement une arme, mais aussi un réconfort psychologique. Quand vous l'entendiez tirer, disait un marine, vous aviez l'impression que rien ne pouvait passer. À la fin de la guerre, les Japonais, qui avaient cru que le courage pourrait surmonter l'acier, ont dû faire face à la dure réalité. Les mitrailleuses lourdes américaines étaient plus que des armes. Elles étaient des usines en première ligne, crachant des balles avec une inévitabilité mécanique. Face à cette marée, le courage se dissolvait en désespoir. Pour le soldat Watanabe à Guadalcanal, cette première rencontre avec la Browning a défini la guerre à venir. Il a survécu ce jour-là, rampant plus profondément dans les ombres de la jungle. Mais son escadron était parti. Des années plus tard, en réfléchissant à la guerre, il a admis « Nous pensions que les Américains étaient faibles. Mais leurs armes ne se reposaient jamais. C'était la fin de nous.